Bonjour! Dans cette deuxième séquence d'introduction sur les réactions chimiques, on va essayer de répondre à deux questions qui sont pourquoi et comment, et qui sont probablement les mêmes questions que se pose Gaston Lagaffe après avoir fait exploser son bureau lors d'une de ses nombreuses expériences. Outre le fait qu'il se demande peut-être quelle va être la réaction de Fantasio, mais ça je crois que tu auras compris qu'il ne va pas être très agréable. Bon, et aujourd'hui on ne va pas parler de la réaction du sodium dans l'eau, on va plutôt s'occuper de ce qui arrive à l'hydrogène. Et l'hydrogène, comme je te l'avais dit, il va réagir avec l'oxygène de l'air dans une réaction qu'on appelle la combustion, ici de l'hydrogène, la combustion qui va donner cette petite flamme jaune, et qui est le même genre de réaction que quand on fait la combustion du gaz naturel ou du bois ou de toutes les choses qui brûlent en quelque sorte. Et ici, la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air va donner de l'eau. Et comme on se rappelle, il faut équilibrer cette réaction. On voit qu'on a ici deux atomes d'oxygène dans une molécule d'oxygène. Et ici, on a un atome d'oxygène. Donc forcément, on doit avoir deux molécules d'eau qui sont créées par cette réaction. Et si on a deux molécules d'eau, il y a 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Et donc ici, je vais devoir mettre un 2 aussi. Maintenant, notre réaction est équilibrée. Alors, si on regarde ce qui se passe, on voit qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les liaisons entre ces atomes dans les molécules d'oxygène et d'hydrogène, ces liaisons vont changer. Alors, une liaison, comme ici, entre ces deux atomes d'hydrogène, eh bien, ce sont deux électrons, un qui est mis en commun par chaque atome d'hydrogène. Je te rappelle, chaque atome d'hydrogène a un électron. Et donc, ils vont mettre ces deux électrons en commun parce que les électrons n'aiment pas être tout seuls, ils aiment mieux être en paire. Les électrons n'aiment pas être célibataires. Bon. Pour l'oxygène, c'est un peu plus compliqué parce que tu vois qu'il y a deux liaisons, c'est une liaison double. Et donc, chaque liaison concerne deux électrons qui sont mis en commun, un par atome d'oxygène. Et donc, ici, on voit qu'on a 4 électrons qui sont mis en commun pour ces doubles liaisons. Alors maintenant, on pourrait imaginer que, pour une raison ou pour une autre, les atomes d'oxygène ne soient pas très heureux de partager avec l'autre atome d'oxygène et qu'ils se diraient « Oh ben tiens, justement là, il y a un atome d'hydrogène dans le coin, je voudrais bien partager plutôt avec lui. Donc je vais casser ma liaison ici, je vais mettre en commun un électron avec un électron de l'hydrogène, l'hydrogène va devoir casser sa liaison aussi, je vais faire la même chose avec le deuxième électron, et puis je vais faire ça de l'autre côté également, et finalement je vais obtenir 2 molécules d'eau. Et là, on pourrait se demander quand même, pourquoi est-ce que ça irait dans ce sens-là, plutôt que dans l'autre sens ? En effet, si on imagine simplement que les électrons se réorganisent, oui, mais pourquoi ça irait plutôt dans ce sens-là que dans l'autre? Or, si on l'observe, c'est pas toujours facile, comme on verra, de faire brûler, de faire de la combustion de l'hydrogène. Il faut parfois mettre une flamme. Mais en tout cas, si je mets une flamme au-dessus d'un verre d'eau, tu sais bien qu'il ne va pas se séparer spontanément en hydrogène et en oxygène. Cette réaction, ici, n'a pas lieu. Cela se passe dans ce sens-là et pas dans l'autre. Enfin, généralement. On verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Alors, quand on voit cette diapositive montrant l'incendie du dirigeable Hindenburg, je te rappelle, il était rempli d'hydrogène parce que comme ça, il pouvait flotter dans l'air. Et un jour à l'atterrissage, il y a eu une étincelle, tout a brûlé, il y a eu une incroyable explosion. Depuis, on n'a plus d'hydrogène dans les dirigeables. Et quand on voit ça, on a une information supplémentaire qui va nous aider. En effet, j'ai oublié de dire ici qu'il y avait également un gros dégagement d'énergie. Quand l'hydrogène réagit avec l'oxygène, cela produit beaucoup d'énergie. Ici, on voit que c'est une énergie qui est sous forme de chaleur, la flamme, qui est mais aussi il y a tout qui est cassé, il y a de l'énergie mécanique. En gros, il y a de l'énergie qui est dégagée lorsque cette réaction se produit. C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique.
thermique, ça veut dire quelque chose qui a à voir avec la chaleur ou avec la température, et exo, la chaleur ou la température sort. Cette réaction dégage de l'énergie, et ça va nous permettre de comprendre. Parce qu'en effet, si je fais un diagramme comme ceci, avec l'énergie ici, et ici l'état de la réaction, c'est-à-dire que ici j'ai l'hydrogène et l'oxygène séparés, ici ils sont combinés sous forme d'eau, eh bien c'est comme si on était sous un état d'énergie plus bas. Et que entre les deux, pour passer de l'un à l'autre, comme tu sais que l'énergie elle est conservée, eh bien il y a eu dégagement d'énergie, et c'est ça qui a donné la catastrophe qu'on a vue tantôt. On parle donc d'une énergie chimique. Où est-ce qu'elle est? En quoi était le contenu cette énergie chimique? On peut dire qu'elle est dans les liaisons, ici, dans les électrons plutôt qui participent à ces liaisons. Et que ici les liaisons sont moins stables qu'ici. Mais pour le calculer, c'est très difficile. C'est de la mécanique quantique, c'est extrêmement compliqué. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est donner une analogie. En effet, ça ressemble très fort à l'énergie potentielle mécanique. Quand j'ai une masse que je soulève d'une certaine hauteur, eh bien, elle gagne une énergie potentielle. Et quand je vais la laisser tomber, elle va perdre cette énergie potentielle qui va se transformer en énergie cinétique et qui va pouvoir éventuellement être récupérée, par exemple, dans un barrage. Ici, on a de l'eau qui est plus haute ici que là. En descendant, on va perdre de l'énergie potentielle de l'eau, mais on va pouvoir du coup faire tourner des turbines et faire de l'électricité par exemple. Alors, une fois qu'on a cette analogie, on pourrait évidemment se dire, mais donc si je fournis de l'énergie à de l'eau, elle pourrait se séparer en hydrogène et en oxygène. C'est pas si facile que ça, mais c'est effectivement possible. Donc, si j'ai de l'eau, que je lui fournis de l'énergie de la bonne façon, elle peut être séparée en oxygène et en hydrogène. Et ça, c'est le principe de ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Si je mets de l'eau ici, que je mets deux électrodes ici et des tubes au-dessus de ces électrodes pour récupérer ce qui se dégage, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si maintenant je mets une pile électrique, je mets du courant, je vais voir au bout d'un certain temps, donc des bulles qui vont se former au-dessus de chaque électrode, et je vais voir ici que j'obtiens de l'hydrogène et ici de l'oxygène. Et si je me rappelle de la stéchiométrie de cette réaction, je te rappelle que j'ai dû équilibrer cette réaction, eh bien je comprends très très bien pourquoi il y a plus d'hydrogène que d'oxygène, parce qu'effectivement, il y a 2 fois plus de molécules d'hydrogène qui sont créées que l'oxygène, ce qui explique le volume ici à peu près double de cette colonne d'hydrogène. Donc, pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène, j'ai dû fournir de l'énergie, ici sous forme d'électricité, et je suppose que tu te doutes bien que l'énergie qui est contenue dans cette pile électrique, eh bien, c'est aussi de l'énergie chimique. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme dans cette acrobatie. On a un acrobate qui est parti avec une énergie potentielle plus haute, qui a sauté, qui a perdu son énergie potentielle. Du coup, il a pu fournir de l'énergie à la petite acrobate ici, qui a pu faire 3 sauts périlleux et se retrouver dans la chaise qui est là. Entre les deux, il y a cette espèce de bascule. Eh bien, ça, on peut dire que ce sont les fils électriques et les électrodes qui ont permis de faire passer l'énergie depuis la pile jusqu'à l'eau. Donc si on peut résumer jusqu'à présent, on a cette notion d'énergie chimique. Énergie chimique qui est étudiée par ce qu'on appelle la thermodynamique chimique. On connaît la thermodynamique physique, qui est l'étude de la chaleur et de ses transformations. Eh bien, il y a une branche de la thermodynamique qui s'occupe de chimie et qui permet de voir quelles sont les réactions qui sont possibles et celles qui ne le sont pas. On voit bien que celui-ci va pouvoir se laisser tomber de son petit tabouret, alors que l'acrobate ici, si elle n'est pas aidée, elle ne va pas pouvoir faire ce saut périlleux. Donc, la thermodynamique chimique, qui est liée à la notion d'énergie chimique, nous permet de savoir les réactions qui sont possibles et celles qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ici, j'ai un mélange d'hydrogène et d'oxygène qui sont dans les bonnes proportions.
normalement, la thermodynamique nous dirait qu'ils doivent réagir pour donner de l'eau. Et pourtant, dans bien des cas, il ne se passe strictement rien ici. Il va falloir, par exemple, approcher une allumette de ce mélange pour que la réaction ait lieu, pour que tout brûle ou tout explose. Et c'est effectivement ce qu'on a ici. Ici, j'ai un chalumeau à hydrogène. On voit qu'à partir du moment où j'ai allumé ce chalumeau, il produit une flamme qui dégage énormément d'énergie. Ça chauffe tellement qu'on va pouvoir faire de la soudure, par exemple. Et ici, j'ai mis quelque chose qui est relativement contrôlé, mais il est clair que j'aurais pu aussi mettre l'incendie du Hindenburg ici. Donc on voit qu'on a ici deux situations qui, bien qu'étant à peu près les mêmes, ben non, c'est pas du tout les mêmes. Ici, il ne se passe rien. Ici, on a une réaction très violente, très brutale. Et entre les deux, il y a toute une série d'intermédiaires. Par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle le schéma d'une pile à combustible. D'un côté, je rentre de l'hydrogène. De l'autre côté, il y a l'oxygène de l'air. Alors c'est un peu plus compliqué parce que ici il y a ce qu'on appelle des catalyseurs et on en parlera un tout petit peu tantôt. Et les catalyseurs vont faire que cette réaction ne va pas brûler, ça va être une réaction qui va être contrôlée. En plus, il y a ici, on a séparé les deux réactions ici. Je ne vais pas rentrer dans le principe de cette pile à combustible. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est ce genre de système qui permet de faire des voitures à hydrogène ici, qu'on espère qui seront beaucoup plus propres que ce qu'on a maintenant. Sauf que pour le moment, pour produire l'hydrogène, il faut aussi dépenser beaucoup d'énergie, donc c'est peut-être pas tout à fait gagné. Mais en tout cas, ce que je voudrais te montrer ici, c'est qu'il y a, malgré, pour la même réaction, donc qui est la combustion de l'hydrogène, pour la même réaction, on peut avoir des situations très très différentes. Pourquoi? Alors, on va revenir à notre analogie du barrage. Ici, par exemple, j'ai un très très beau barrage, il est rempli d'eau, donc normalement l'eau devrait s'écouler, perdre son énergie, etc. Il ne se passe rien. Et ici, à l'autre opposé, j'ai un barrage ici qu'on est en train de vider parce qu'il est en train de se remplir trop et qu'on craint la catastrophe et donc on ouvre toutes les vannes. Probablement qu'on débranche les turbines parce que ça va tellement vite que ça les ferait exploser. Enfin, je ne sais pas. Ici, en tout cas, on voit que l'eau coule très très vite alors qu'ici, elle ne coulait pas. Et entre les deux, c'est un peu la même chose. Ici, on a une photo des usines hydroélectriques qui se trouvaient à côté des chutes du Niagara au tout début du XXe siècle, et qui sont les premières usines qui ont permis de transformer l'énergie des chutes d'eau en électricité, par exemple pour éclairer des villes. Et on voit que là, effectivement, c'est contrôlé. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est contrôlé. Ici, ça va très très vite et c'est pas contrôlé. Quelle est la différence entre ces trois situations ? Eh bien, je suppose que tu auras compris qu'il s'agit de vitesse. Ici, la vitesse est nulle, l'eau ne bouge pas. Ici, la vitesse est très très grande, ça va très très vite. Ici, c'est contrôlé et on peut l'utiliser pour faire ce qu'on veut. Eh bien, la vitesse de réaction est également un facteur dont on devra tenir compte pour voir si une réaction, effectivement, ne se passe pas, ou se passe très très vite, ou se passe de façon contrôlée. Et pour te montrer que ce n'est pas tout à fait abstrait, eh bien, tu vas voir qu'il y a des tas d'ordres de grandeur de ces vitesses. Par exemple, ici, la rouille qui vient se poser sur une clôture en métal, eh bien, cette rouille, elle va typiquement prendre quelques mois, quelques années pour apparaître. Par contre, la réaction de Maillard dont je t'avais parlé, qui permet d'avoir des beaux croissants bien dorés, ça va prendre à peu près un quart d'heure pour les quantités qu'on a là. Beaucoup plus rapide, mais par exemple une flamme. Ici, on voit que cette flamme, c'est une réaction très très rapide. Et heureusement, tout ne va pas brûler d'un seul coup, parce que si on parvenait à transformer toute cette paraffine ici en fumée en un instant, eh bien, ça donnerait probablement une explosion. Je ne crois pas qu'on peut faire des explosions avec la paraffine, mais enfin, il faut toujours mieux se méfier. Donc, tu vois que, outre la thermodynamique qui va nous permettre de voir si une réaction est possible ou pas, du point de vue énergétique, eh bien, la vitesse de réaction va être extrêmement importante également.
Et ça, c'est étudié dans ce qu'on appelle la cinétique chimique. Donc la cinétique chimique qui s'occupe des vitesses de réaction, pour voir si c'est très rapide, moyennement rapide ou pas rapide du tout. Et je te rappelle ce que c'est qu'une réaction. Ici, tu vois l'hydrogène et l'oxygène qui réagissent ensemble pour donner des molécules d'eau. Qu'est-ce qu'il va falloir? D'abord, il va falloir des rencontres entre ces molécules, des chocs entre ces molécules pour que les liaisons ici puissent changer. Et après, il va y avoir effectivement une réorganisation des liaisons, une réorganisation des électrons. Bon, et si je vois ces trois situations-ci, ici, où ici il y a finalement beaucoup moins de particules que là, je me doute bien qu'il va y avoir plus de réactions, plus de vitesse ici que là. Donc la vitesse de réaction, de quoi elle dépend? Forcément, comme il y a des chocs entre les molécules pour avoir ces réactions, forcément, le nombre de particules, c'est-à-dire la concentration ou la pression de nos éléments, par exemple ici les gaz, hydrogène et oxygène, eh bien, clairement, quand il y en aura plus, ça ira plus vite. De même, si la température augmente, et ça, tu as vu dans la vidéo sur la théorie cinétique, que la température, c'était une mesure du mouvement des particules, plus la température va être haute, plus il y aura de chocs ici, plus il y aura des vitesses, et donc l'agitation de ces particules, c'est-à-dire quelque part la température, va également faciliter la vitesse de réaction. Donc la vitesse de réaction sera d'autant plus grande que le nombre de particules sera grand, c'est-à-dire que la concentration ou la pression de ces particules augmentera, mais également si la température augmente, c'est-à-dire si l'agitation de ces particules est de plus en plus intense. Maintenant, pour bien comprendre comment une réaction peut être plus ou moins contrôlée ou pourquoi tout d'un coup elle explose, on va devoir aller un peu plus loin, on va devoir comprendre comment ça se passe, c'est-à-dire comprendre le mécanisme de cette réaction. Parce qu'en effet, si on prend la combustion de l'hydrogène, par exemple, je suis dans une enceinte dans laquelle il y a des molécules d'hydrogène et d'oxygène qui se rencontrent, et de temps en temps, pouf, il y en a 3 qui se rencontrent, et donc effectivement, il faut qu'il y ait une collision de 3 particules. Alors, avoir 3 particules qui se rencontrent exactement au même endroit, au même moment, c'est pas si évident que ça. Il suffit pour s'en rendre compte de penser aux accidents de la circulation. On a régulièrement des accidents entre 2 voitures, ou des collisions en chaîne, où il y a une voiture qui rentre dans une autre, et puis l'autre, la suivante qui n'a pas pu freiner, qui rentre dans la suivante, etc. Mais avoir 3 voitures qui arrivent exactement au même moment, au milieu d'un carrefour, c'est très très rare. Et effectivement, ça ne se passera pas comme ça. En plus de ça, il faut qu'on ait la bonne configuration. On n'imagine pas s'il y a le deuxième atome d'hydrogène qui arrive par là, ça ne va pas marcher non plus. Et il faudra qu'il y ait la bonne énergie pour que la rencontre donne lieu à la réorganisation de ces électrons. Et donc, toutes ces conditions ensemble, eh bien, ça n'arrive jamais. Et ça, ce sont 2 chimistes, l'un anglais Hinchelwood et l'autre russe Semenov, qui dans les années 50 ont pu détailler le mécanisme de la combustion de l'hydrogène. Et cela, ils l'ont fait en étudiant les vitesses de réaction, en essayant de comprendre comment tout cela allait, et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Je ne vais pas aller dans les détails, parce que évidemment c'est très très compliqué, ça leur a valu le prix Nobel, mais quand même pour avoir une idée, je vais mettre quelques particules d'hydrogène et d'oxygène ensemble, et la première chose qu'il va falloir faire, c'est casser ici cette molécule d'hydrogène, en ce qu'on appelle 2 radicaux libres, qui sont les atomes d'hydrogène, en fait tout simple, avec leurs petits électrons célibataires, et je t'ai dit que ces électrons célibataires n'étaient pas du tout heureux tout seuls, et donc eux vont être très réactifs, vont réagir par exemple assez vite avec l'oxygène pour donner ici ce qu'on appelle un radical hydroxyle, avec aussi un électron célibataire, et un radical oxygène avec son électron célibataire aussi. Toutes ces espèces vont être extrêmement réactives. Et par exemple, le radical hydroxyle va réagir avec l'hydrogène pour donner de l'eau en laissant échapper un nouveau radical hydrogène. L'oxygène pourrait par exemple réagir avec l'hydrogène
pour donner donc à nouveau un radical hydrogène et un radical hydroxyle. Celui-là va pouvoir aller réagir avec de l'hydrogène pour donner de l'eau, etc., etc. Tu vois que c'est une série de réactions qui ont lieu en même temps. C'est très compliqué. Mais ce qui est très important, c'est que ici, j'ai créé un radical, deux radicaux hydrogène au départ d'un seul. Bon, après ça, celui-là va encore en créer un. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des radicaux en excès. Ces radicaux, comme je l'ai dit, sont très réactifs. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une réaction en chaîne qui va donner lieu finalement à l'explosion qu'on observe. Et donc, j'ai dû commencer par fournir de l'énergie ici pour casser ma molécule d'hydrogène, pour créer les premiers radicaux libres. Mais ça va se passer par exemple en mettant une flamme dans mon mélange. Tout d'un coup, ça va casser quelques atomes, enfin quelques molécules d'hydrogène en radicaux. À partir du moment où c'est parti, eh bien, il y a production de radicaux en excès et donc explosion. Ce qui nous permet d'un peu changer le schéma qu'on avait ici. Quand on tient compte de la cinétique et ici en l'occurrence du mécanisme de la réaction, eh bien ce qu'on voit c'est que on a comme si on avait un pic ici d'énergie. Comme s'il fallait d'abord fournir une certaine énergie à notre mélange pour qu'ensuite on arrive à avoir de l'eau. Et bon, ça c'est ce qu'on appelle une énergie d'activation. Donc si on a d'une part ici l'énergie de réaction, eh bien il va falloir bien souvent fournir une énergie qu'on appelle l'énergie d'activation pour lancer la réaction. Et c'est ça, effectivement, la petite flamme qu'on va devoir approcher de notre mélange hydrogène-oxygène pour le faire réagir, pour le faire brûler. Alors maintenant, j'avais tantôt parlé des catalyseurs, en tout cas j'avais évoqué les catalyseurs. Les catalyseurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont réduire cette énergie d'activation. C'est comme si en mettant un catalyseur, on abaissait l'énergie d'activation et donc à ce moment-là, ça va être plus facile de contrôler cette réaction. On en parlera largement une autre fois parce que les catalyseurs, tu t'en doutes, sont extrêmement utiles, entre autres pour pouvoir faire ce genre de réaction, parce que effectivement, si je mets de la mousse de platine dans mon mélange hydrogène-oxygène, eh bien, cette réaction va avoir lieu plus lentement, ça ne va pas brûler, la mousse de platine va chauffer. C'est ce genre de catalyseur qu'on utilise dans les piles à combustible. Pour résumer, on pourrait dire que si on veut comprendre ce qui se passe dans une réaction, pourquoi cette réaction a lieu et comment ça se passe, il y a deux choses qu'il va falloir regarder de près. D'une part, il y a ce qu'on appelle la thermodynamique chimique. La thermodynamique chimique s'occupe des énergies chimiques. Alors j'ai mis cette énergie entre guillemets parce que c'est un peu plus compliqué que ça. On verra que de temps en temps, il y a des réactions endothermiques, c'est-à-dire des réactions qui consomment de l'énergie, qui ont lieu quand même. Et on verra que c'est lié à autre chose. Mais pour le moment, oublions ça. On va considérer une énergie entre guillemets, et cette énergie entre guillemets va nous permettre de voir dans quel sens la réaction va évoluer. Est-ce qu'on va aller plutôt du sens hydrogène et oxygène vers de l'eau, ou plutôt du sens de l'eau vers l'hydrogène et l'oxygène? La deuxième chose qu'il va falloir regarder de près, c'est la cinétique chimique, c'est-à-dire à quelle vitesse vont les réactions, parce que effectivement, même quand on a une réaction qui est thermodynamiquement favorable, c'est-à-dire qu'elle devrait avoir lieu, eh bien, il peut ne pas y avoir de réaction du tout, ou bien il peut y avoir une explosion. Et entre les deux, ben, il y a intérêt à comprendre ce qui se passe, quoi. Et bien souvent, la cinétique chimique va nous permettre de comprendre le mécanisme de la réaction, c'est-à-dire comment ça se passe. Alors ces deux branches de la chimie font partie de ce qu'on appelle la chimie physique, où on peut montrer que les chimistes, oui, de temps en temps, ils vont devoir faire un peu de physique pour comprendre ce qui se passe dans leur laboratoire. Et c'est clair que c'est quelque chose que Gaston ferait bien de comprendre, parce que sinon, il va assez vite se retrouver avec des collègues très mécontents. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. J'espère avoir pu te montrer un petit peu
pourquoi et comment les réactions chimiques se produisent, pour te donner en tout cas l'envie d'aller chercher plus loin à comprendre. En attendant, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.